quels sont les enjeux du numérique aujourd'hui? On parle de logiciels libres, certains effectivement appréhendent parce que dans leur métier, ils subissent parfois cette logique de changement. J'en veux même pour exemple à Nantes Métropole aujourd'hui, on a vraiment une démarche effectivement de transition vers plus de libre. On est dans cette démarche-là, je prends un exemple simple effectivement sur toute la suite bureautique. Aujourd'hui, on est dans ce pilotage du changement, c'est pas facile. Nantes Métropole, c'est 7500 agents. Alors, à un moment donné, on peut pas leur dire du jour au lendemain, voilà, c'est terminé. Microsoft, vous allez sur des choses plus nobles et surtout plus qui vont vous permettre de vous épanouir. Et puis en plus, qui vont faire du bien à la société. Parce que nous, on est convaincus que c'est effectivement cette logique qu'il faut adopter. Mais forcément, il faut y aller doucement. Parce qu'autant nous, on est convaincus, autant les gens qui subissent entre guillemets ce changement-là, ça peut les perturber. Donc on est dans une logique de changement. Le chiffre, Hervé, je crois que c'est 2016, effectivement, toute cette étape de migration et cette conduite du changement auprès des personnels sera réalisée. Sur les serveurs, quelques chiffres aussi. On a passé effectivement les 50% des serveurs qui sont à l'échelle des deux collectivités, la mairie et la métropole, sur une démarche de logiciel libre. Donc effectivement, la métropole, on s'engage sur cette démarche-là. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment souligner cette volonté d'Alliance Libre de faire rayonner effectivement Nantes sur ces enjeux. Le logiciel libre, c'est quelque chose de très simple en fait. C'est l'idée même qu'on va développer des choses non pas uniquement pour soi, mais pour les autres. Et à travers ce développement, on crée une communauté et on partage toute notre connaissance et tout notre savoir-faire avec tout le monde. Voilà, les entreprises ne sont pas propriétaires de leur développement, elles font du service autour de ces développements, elles se font payer bien sûr, et ce service est mis dans un code qui est lui distribué et réutilisable par l'ensemble des personnes, que ce soit des entreprises, des associations, mais aussi des particuliers. Le Conseil national du logiciel libre, c'est la fédération des associations d'entreprises du logiciel libre en France. Le Conseil national du logiciel libre, donc CNLL, a été fondé en 2010 par les présidents d'associations régionales d'entreprises du logiciel libre. Dans le logiciel libre, on est très friand de démarches associatives et donc depuis très longtemps, beaucoup d'associations de défense et de promotion du logiciel libre se sont créées. Mais parmi celles-ci, il y en a qui représentent spécifiquement les entreprises du logiciel libre, c'est-à-dire voilà, des structures qui font une partie importante, généralement une partie majoritaire de leur activité, en relation avec le logiciel libre. Alors il y a différents métiers de prestataires en déploiement de solutions logicielles libres, en formation, mais aussi éditeurs de solutions logicielles libres, hébergeurs, etc. Les rencontres régionales du logiciel libre, c'est un événement qui est organisé par le Conseil national du logiciel libre et les associations de toutes les représentations du logiciel libre en France. À Nantes, on lance cet événement par la ville de Nantes. Ça fait donc porté par une autre association qui s'appelle Alliance Libre, qui est membre du Conseil national. Et on est dans notre deuxième édition. Les entreprises de Cap Libre et d'Alliance Libre ont vocation à couvrir toute la chaîne des compétences dont on a besoin pour la mise en place et l'utilisation de logiciels libres. Là on est à Nantes, on peut supposer que tout le monde connaît déjà Alliance Libre, qui est donc le cluster nantais des professionnels du logiciel libre, donc Cap Libre étant à Rennes le pendant d'Alliance Libre à Nantes, avec une vocation à couvrir la partie Bretagne, un peu nord de la France en termes de professionnels du logiciel libre, là où Alliance Libre couvre Nantes et puis un peu plus la partie sud. C'est un moment de rencontre, c'est un moment d'échange avec les sociétés membres d'Alliance Libre. C'est un moment qui avait été l'année dernière ouvert, plus axé sur le secteur public. Et cette année, nous avons souhaité ouvrir aussi ce dialogue avec le secteur public et le secteur privé. Avoir les deux. Donc on a des entreprises ligériennes du logiciel qui sont là sur des stands et les gens peuvent venir discuter des produits, des projets, des communautés, de tout ce qui a trait autour du foisonnement et du développement du logiciel libre sur la ville de Nantes. L'objectif derrière mon implication à Mozilla, c'est de construire des communautés en fait.
d'être capable, je pense que ici il y a des personnes avec qui on a déjà collaboré et en fin de compte on crée une communauté. C'est pas le code en tant que tel qui est important, c'est plutôt les connexions qu'on va avoir entre nous et ce qui va permettre de faire évoluer ce code au fur et à mesure. Debian mise avant tout sur les individus. Donc c'est des contributeurs individuels qui vont rejoindre le projet, qui vont faire acte de candidature. Et donc il y a une valorisation du travail personnel bien avant le travail, la définition de la provenance. Est-ce que vous venez d'une entreprise? Est-ce que vous travaillez sur votre temps personnel? Ça a assez peu d'importance dans le cadre de Debian. Si on prend la fondation Apache, qui édite beaucoup de logiciels très, très divers, c'est une structure qui est assez intéressante parce qu'elle accueille à la fois des contributeurs individuels et des entreprises. Donc on a des contributions qui viennent d'un peu partout. Et pour autant, elle n'a pas de gouvernance en tant que telle sur les projets. C'est chacun des projets qui va faire ses choix personnels en termes de qui a le pouvoir, comment tout ça se déroule en termes de développement. Alors que chez Debian, c'est vraiment presque dans l'optique un homme, une voix, et chacun pourra décider de l'avenir du projet. C'est des comportements qui sont différents et c'est ce qui fait aussi la richesse du logiciel libre. C'est que chacun peut trouver un petit peu sa façon de travailler dans tout ça. Je pense qu'on a pas mal avancé sur les différents statuts de bénévoles, de salariés. Je pense qu'un sujet qui peut être intéressant, c'est les différents types de contributions. Il n'y a pas que le code, ça peut être intéressant qu'on en discute. Oui, justement, j'y pensais en écoutant à l'instant ces remarques. Dans une communauté, je pense que ce qui est de plus en plus évident maintenant, c'est que les développeurs sont essentiels pour qu'il y ait un objet sur lequel construire tout le reste, un objet qui avance, objet technique, mais les ergonomes, les graphistes, les gens qui font la localisation, les gens qui font la promotion même du projet, c'est tout autant de membres de la communauté sur qui repose le succès du projet. C'est que tous les géants de l'Internet, les Google, Facebook, Twitter, etc., ont construit la totalité de leur infrastructure sur du logiciel libre. Et ce sont les gens qui ont besoin, peut-être plus que quiconque, d'outils d'une stabilité exceptionnelle et qui ont des besoins d'une difficulté exceptionnelle. Et ils ont choisi quasiment exclusivement du logiciel libre pour satisfaire leurs besoins. Et ils en sont eux-mêmes de grands contributeurs puisque ces géants de l'Internet que j'ai cités ont offert, disons, des grands composants libres sur le marché. À Mozilla, on a une communauté de personnes qui utilisent le logiciel parce qu'elle est d'accord avec les valeurs, les principes qu'on défend, à savoir le principe d'avoir du code source libre, le principe de travailler sur la protection de la vie privée des personnes, le fait de travailler avec des bénévoles et avec des salariés, etc. Donc chaque communauté du logiciel libre a des objectifs qui lui sont propres. Et je pense qu'avant de parler de logiciel, il faut parler de communauté, donc la communauté du logiciel libre. Et ici, je dis que la collaboration, pour moi, devrait avoir une meilleure place que la compétition. Et c'est là où le logiciel libre arrive aussi. Si on prend l'exemple d'un logiciel libre bien connu qui est Linux, on se rend compte que les objectifs des personnes qui font Linux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ils sont quelque part forcés à collaborer. Et bien évidemment, ils y trouvent leur compte. Donc, plutôt que de mettre des entreprises qui créent des silos les unes en compétition par rapport aux autres, que chacune de ces entreprises soit forcée de soit racheter des licences à d'autres éditeurs logiciels, soit de créer leur propre logiciel qui resterait des logiciels à code source fermé. Ici, on crée de la collaboration entre différentes entreprises. C'est ce qui se passe avec les entreprises d'Alliance Libre. Alors, le logiciel libre
Pénet continue sa percée depuis assez longtemps, depuis une dizaine d'années, continue sa percée auprès des entreprises, et y compris des plus grandes entreprises, mais c'est vrai qu'il y a un peu encore des chasses gardées. Les grandes entreprises qui déploient de la bureautique en logiciel libre sont encore assez rares. Les entreprises qui n'ont pas, les grandes entreprises qui ont un ERP qui ne soit pas SAP ou Oracle sont encore pas très nombreuses, etc. Néanmoins, la progression est claire et bien souvent, les grandes entreprises vont commencer à s'intéresser au logiciel libre, soit par les couches d'infrastructure, c'est-à-dire pour déployer des serveurs et des infrastructures web, par exemple, sur du logiciel libre à base de Linux et de Stack, etc., entre autres PHP, par exemple. Et puis, elles vont aussi aborder le logiciel libre par des outils un peu moins stratégiques, en particulier par exemple la gestion de contenu, c'est-à-dire une catégorie d'outils utilisés pour faire des sites web. C'est un domaine où le logiciel libre règne en maître pratiquement, et donc même les grandes entreprises qui auraient pu être réticentes ont fini par se dire c'est là qu'il y a les meilleures solutions en matière de gestion de contenu, c'est du logiciel libre, eh bien allons-y. Et bien souvent, une fois qu'elles ont validé par ces premières tentatives, elles ont validé la solidité et la qualité des solutions au logiciel libre, elles commencent à l'envisager pour des choses des domaines un peu plus critiques, etc. Les meilleures personnes pour discuter des problématiques ne sont pas forcément les personnes qui sont dans votre entreprise. Des spécialistes, à Mozilla par exemple, aussi gros que Mozilla soit, on avait par exemple pas d'experts sur la question du système d'information géographique, et on s'est lancé à faire un logiciel de géolocalisation. Et donc pour ça, il nous fallait avoir des informations, des discussions avec des gens qui avaient ces compétences-là. Alors ces compétences-là, on les a trouvées dans des entreprises Alors, on a trouvé ces compétences auprès de personnes qui faisaient partie de ces entreprises et qui étaient très contentes de venir nous expliquer comment ça marchait, contribuer au projet Mozilla, etc. Voilà, elle est l'acteur même de ses propres développements, et elle permet effectivement d'initier des projets, d'y contribuer, de se faire rémunérer pour ça, mais aussi de collaborer à d'autres projets. C'est pour ça que l'association, comme toutes les associations françaises du logiciel libre, a le souhait toujours de travailler en équipe. Lors de l'introduction ce matin, Patrice Bertrand, donc le président du Conseil national, l'évoquait. Effectivement, le but aussi d'Alliance Libre, c'est de se fédérer entre nous pour promouvoir le logiciel libre, mais aussi pour travailler ensemble. Donc on travaille ensemble sur plusieurs manières. On travaille ensemble sur des projets communs, on travaille ensemble sur des appels à projets communs, mais on travaille aussi ensemble physiquement, puisqu'on s'est regroupés dans des lieux, et vous avez sur un même pôle plusieurs entreprises qui font parfois le même métier, mais qui sont réunies et qui travaillent tous ensemble. Alors actuellement, oui, en 2014, on peut le dire, on a une maturité, on a une plénitude de logiciels, et on a surtout des logiciels qui sont maintenant éprouvés, qui ont été, grâce d'ailleurs au grand compte, à l'administration et au secteur public, où ça a été vraiment mis dans les fondements même de leur développement, puisque c'était une volonté politique aussi de pouvoir utiliser ce logiciel libre. Eh bien, ces gens-là ont fait évoluer les logiciels. Les entreprises du libre, qu'on appelle souvent des SS2L, des sociétés de services en logiciel libre, elles l'utilisent, le factorisent et le garantissent. Donc on a une couverture totale de l'ensemble d'un système d'information pour une entreprise ou pour une collectivité. On va retrouver des ERP, on va retrouver des logiciels de GMAO, des logiciels de GPAO, des logiciels de compta, donc de gestion commerciale, mais aussi des logiciels de cartographie, de systèmes pour pouvoir gérer justement les serveurs, les créations de sites internet, des applications mobiles. On a toute la gamme, de l'hébergement. On fait aussi de la formation, et on couvre aussi toutes les procédures de transfert de compétences. Puisqu'il faut bien savoir que
quand vous faites du logiciel libre, l'important c'est aussi de transmettre la compétence, puisque le logiciel est ouvert, et bien de transmettre la compétence aux clients qui nous ont commandé le logiciel. Ça fait partie de notre vocation pédagogique en tant qu'intégrateur du logiciel libre d'expliquer les avantages qui vont avec ce type de logiciel et en particulier l'ouverture au code et la possibilité de modifier, de redistribuer le code qu'on a modifié. C'est pas ce que la société vient chercher immédiatement, parce qu'elle n'y voit pas de gain immédiat en général. Ce qui transparaît bien entendu, c'est dans l'immense majorité des cas la gratuité du logiciel en tant que tel, en entier, ou au moins pour une partie, si éventuellement il y a des compléments de modules sous licence commerciale, mais au moins la gratuité du logiciel de base. C'est essentiellement ça qui est vu au départ. Les avantages qui vont avec l'ouverture du code viennent par la suite. Et ces avantages, on va les retrouver notamment en termes de personnalisation possible du logiciel, puisque à partir du moment où on accède au code, on a complète liberté de personnaliser le logiciel pour en faire véritablement ce qu'on veut. C'est là où la société qui ne connaît pas en fait les avantages du logiciel libre va les découvrir en cours de projet et véritablement se les approprier. Les entreprises n'ont pas de morale et il faut, pour qu'elles contribuent au logiciel libre, il faut qu'elles y voient un bénéfice économique et si possible assez direct. Elles vont pas le faire non plus pour soigner leur bonne image au service de la société. Non, il faut qu'elles y voient un bénéfice direct. Une chose qui marche de manière très insuffisante et qui est globalement pas satisfaisante dans la contribution au logiciel libre, c'est la contribution des entreprises, disons, utilisateurs finales. On s'en plaint toujours, les entreprises qui vont déployer du logiciel libre comme ça, prêt à l'emploi, ne vont en grande majorité, on trouvera des exceptions intéressantes, mais en grande majorité ne vont pas se préoccuper du tout d'affecter, ni de renvoyer de l'argent, ni d'affecter des développeurs à faire progresser ces logiciels. Et il y a des grandes exceptions magnifiques qui sont justement des entreprises industrielles, mais qui sont pas vraiment uniquement des utilisateurs finaux, mais qui ont placé certains produits issus du logiciel libre au cœur de leur stratégie. Et c'est typiquement vrai justement pour le noyau Linux qui est construit dans une sorte de gigantesque effort de R&D mutualisé par toutes les grandes entreprises IT, de la IT et non IT d'ailleurs, et industrielles de la planète. On trouve sur Internet régulièrement un petit palmarès des plus grandes entreprises contributrices au noyau Linux. Et on y trouve des gens qu'on pourrait s'attendre à trouver, comme des Red Hat bien sûr, IBM, on va trouver des Cisco, mais on va aussi trouver des industriels, y compris des Français, un peu d'Alcatel, un peu de ST Micro, un peu de Valeo peut-être, et des Volkswagen, etc. Et ces gens-là, leur motivation, c'est que c'est un outil stratégique pour eux. C'est pas juste qu'ils ont besoin d'avoir des serveurs avec un OS pas cher dessus. Non, c'est bien plus stratégique pour eux parce qu'ils l'embarquent dans leur produit. Et quand on embarque dans son produit, on a intérêt à maîtriser sur le bout des doigts et à avoir aussi un rôle à jouer dans la roadmap du produit. Donc c'est stratégique et c'est une nécessité pour eux, justement, d'en être partie prenante, d'en être pas consommateur, mais d'en être partie prenante, parce que sinon ils se mettraient en danger si une partie importante de leurs produits dépendait de tel ou tel, de Microsoft ou d'Oracle ou de quelqu'un comme ça. Voilà, ils peuvent pas se permettre ça. Le dernier revenu annuel de Mozilla, c'est 163 millions. Sur l'année 2013, je crois. Les revenus proviennent à 80% d'un partenariat qui existe entre Mozilla Corporation et Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Alors, quand je dis ça, ce qui vient en tête, c'est de dire du coup, c'est Google qui finance Mozilla. Oui, indirectement. Il faut aussi voir les choses sous un angle un petit peu différent, qui est, on est un navigateur avec des parts de marché, et Google a tout intérêt à se mettre dans cette position-là. Si Google ne s'y met pas, d'autres moteurs de recherche pourraient très bien s'y mettre. D'ailleurs, ce partenariat est reconduit tous les 3 ans ou pas. Et
Et la dernière fois, il y a des personnes de Microsoft qui sont venues avec Bing en disant « Ah, mais en fait, nous aussi, on peut vous donner de l'argent. » Et voilà. Et donc, bon, alors, c'est pas forcément mieux de recevoir de l'argent de Microsoft que de recevoir de l'argent de Google. Mais moi, je le vois comme, en tout cas, une diversification. Enfin, on n'est pas pieds et mains liés à quelqu'un, en fait. On est là parce qu'on a une utilité, parce qu'ils ont un intérêt à être là. C'est pas un mécénat. C'est pas quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Migrer vers le libre, ce n'est pas un non-projet. C'est pas passer de Microsoft Office à LibreOffice ou OpenOffice. Ce n'est pas, comme je l'ai vu faire, un non-événement. C'est pas c'est la même chose, on va remplacer sur tous les postes de travail, on va remplacer l'un par l'autre et tout le monde va être content. Non, si on fait ça, personne n'est content. Ce n'est pas forcément un truc démesuré, mais c'est un changement. Tout est un changement. Et donc le passage au libre est un changement, d'autant que, comme le disait Bruno Marron à la table ronde précédente, il y a des réticences, le poids des habitudes, le poids de « on a toujours fait ça, on a toujours eu du Microsoft, ah là là, mon Dieu, on va m'enlever mon XP, comment vais-je survivre ?» Et là-dessus, il faut vraiment qu'on apporte quelque chose, nous, professionnels du libre, par notre connaissance et parce qu'on peut rassurer les gens sur le fait que ça va marcher, le fait que c'est pas juste pour les embêter, mais surtout en prenant en compte le fait que le libre n'est pas, c'est pas un remplacement à l'identique. Le travail de l'acteur élémentaire, c'est sa capacité de travailler, c'est la valeur de l'entreprise. Pour nous, c'est de produire de la sécurité, de résoudre des enquêtes. Et c'est à partir de là que s'opère la rythmique du changement. Et c'est quasiment l'utilisateur qui impulse ce tempo. On a une structure qui organise ça. On appelle ça les groupes d'utilisateurs référents. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment en unité et qui nous décrivent les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin d'écouter Alexis Météro qui racontait comment on fait vivre une communauté, comment on évite qu'elle soit frustrée, comment on arrive à lui donner, à la mettre dans le mouvement. Eh bien, c'est exactement pareil pour nos groupes d'utilisateurs référents. Ils sont dans le mouvement et si on n'arrive pas à suivre, à décliner leur discours dans l'évolution de nos systèmes d'information, ils sont frustrés, on les perd et on s'écarte. On n'est plus en cible de leurs besoins. Donc je dirais que, encore une fois, je propose une lecture un petit peu inversée. Moi, ce que je côtoie au quotidien, ce sont des groupes d'utilisateurs référents qui nous mettent le tempo, qui nous font part d'un problème qu'ils ont eu dans un cadre procédural très précis avec un magistrat où le logiciel de rédaction finalement n'est pas prêt. Et la capacité qu'on a dans les 2 jours à avoir une nouvelle version qui est déployée partout. La capacité qu'on a à sortir les réformes réglementaires dans la nuit qui précède le jour de leur mise en œuvre, c'est ça la conduite du changement. Et ça impose mécaniquement que pour tous les systèmes avec lesquels on a des partenariats industriels, on ait ce tempo. Et donc ça veut dire qu'on est dans un mode extrêmement agile, qu'on ne peut pas outsourcer la gestion des interfaces entre nos systèmes. Le système dans son ensemble est tellement complexe que la gestion de son architecture ne peut pas être outsourcée. Et donc forcément, la gestion des interfaces, là aussi, point de convergence, c'est avec des solutions libres qu'on peut la mener, parce que du coup, on est complètement autonome dans la gestion de tous nos traitements, de tous nos talents, de tout ce qui fait que nos systèmes se parlent. Mais encore une fois, le rythme est impulsé à la base. Et parmi ces utilisateurs référents, on en a qui, à force de lire des livres pour les nuls, se sont mis à développer. Et ce sont des gens qui contribuent sur nos logiciels internes. On commit en centrale leurs contributions. À partir de lundi, notre communauté de développement monte à Rony pour 15 jours. Ce sont des développeurs de toute la France, des enquêteurs. Ils montent et on a un planning de tas de trucs sur lesquels ils ont bossé, qu'on va commiter et qu'on va remettre à disposition. Pour ce qui concerne la gendarmerie, au niveau poste de travail, c'est simple, j'ai 75 000 PC qui sont sous ma responsabilité. Et sur ces 75 000, j'en ai actuellement 65 000, et on est à la cible, 65 000 qui sont sous Linux Ubuntu, la version 12.04 LTS. Le tout géré par une équipe en centrale de 2 personnels. Et ça marche très bien. Pour arriver à ça, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On part en 2004, à peu près, avec la mise en place de briques libres de manière progressive.
L'idée, c'est pas de faire du Big Bang. Ça marchera pas le Big Bang. Ça n'a jamais marché en fait avec le libre. En tout cas, en ce qui concerne le système d'exploitation, tout changer d'un seul coup, c'est pas possible et ça marchera pas. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Et j'en suis convaincu. Donc on est en 2004. On passe d'un périmètre de 20 000 personnes, donc 20 000 privilégiés qui avaient un accès à intranet et donc à l'ensemble des outils, messagerie collaborative ou non, partage de fichiers, ce genre de choses. 20 000 privilégiés qui sont situés au niveau des états-majors, des départements et des régions. On passe à un volume global de 70 000 personnes. De plus de 70 000, donc ça fait 90 000 personnes. Donc là, il y a un facteur d'échelle différent. Donc on a mis en place à cette occasion toute la stratégie que je vous ai présentée tout à l'heure, d'indépendance, réduction de coûts, etc., etc. Donc on passe sur des briques progressives, libres, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Donc on passe en 2004 sur de la messagerie Cirrus IMAP avec le client de messagerie Thunderbird. En 2005, on passe la suite bureautique donc de Microsoft Word pour l'ensemble des gendarmes avec que Word et Microsoft Office complet pour les 20 000 privilégiés entre guillemets. On passe de cet environnement à 90 000, enfin l'équipement de 80 000 personnes avec la suite bureautique à l'époque OpenOffice. Donc je dis 80 000 personnes parce qu'à l'époque on avait 80 000 PC, donc on a réduit un peu la fenêtre de tir. Un point important en fait au cours de cette migration, qui est donc très progressive, c'est qu'aussi à chaque fois qu'on amène en place un logiciel libre, qu'on remplace une brique visible de la part de l'utilisateur, donc le client Thunderbird, d'accord, la suite bureautique Microsoft Office, à chaque fois cela s'accompagne de nouvelles fonctionnalités, ou en tout cas de fonctionnalités améliorées. Donc pour la messagerie par exemple, on a ouvert le service à 70 000 personnes de plus, donc c'est un nouveau service. Pour la suite bureautique, ça s'est accompagné, et ça mon collègue M. Cubelier pourra en parler tout à l'heure plus longuement s'il le souhaite, ça s'est accompagné de la mise en place d'un logiciel d'aide à la rédaction de procédures basé sur le format XML qui est employé par la suite bureautique OpenOffice. Donc on a la maîtrise, parce que c'est un logiciel libre. Voilà. Tout découle en fait. Donc on a amené une homogénéisation et un service nouveau à l'ensemble des gendarmes, la capacité à rédiger des PV à partir d'un outil qui utilise OpenOffice. C'est une façon d'améliorer, enfin de faciliter l'acceptation du changement. Tout à fait. Voilà, on parlera de conduite du changement dans la table ronde suivante. C'est primordial en fait, oui. L'acceptation du changement par l'utilisateur final. Donc il y a deux aspects. L'aspect apporter de nouvelles fonctionnalités, ou en tout cas améliorer les services sur les fonctionnalités existantes, et faire en sorte que ça se passe dans la durée. Donc là on est en 2006. On continue bon an mal an, on passe ensuite à Mozilla Firefox comme comme navigateur, en apportant comme service supplémentaire l'accès direct depuis le poste de travail à Internet. Voilà, donc nouvelle fonctionnalité, ceux qui continuent à vouloir passer par Internet Explorer n'ont pas accès à Internet. C'est un peu paradoxal. Je vous garantis que ça accélère énormément le passage à Mozilla Firefox. Et ça s'est fait comme ça pour chaque brique. Donc on a mis donc le navigateur, après donc VLC, The GIMP, etc., etc. Et progressivement, on a introduit sur le poste Windows XP à l'époque l'ensemble des briques logicielles libres, multiplateformes, qui pourront permettre par la suite le passage à un OS libre. Et cette décision est intervenue en 2008. Donc 2008, pour la petite histoire, on a la fin de Microsoft XP qui nous pend au nez, avant que Microsoft décide de faire un support étendu, et le passage à Vista. On fait une étude assez rapide, on s'aperçoit que Vista ne convient pas et qu'on est capable, à plus ou moins brève échéance, 2-3 ans, de se libérer des dernières adhérences résiduelles à Microsoft pour pouvoir migrer en masse le poste de travail sous Linux Ubuntu. Donc là on est en 2008 et on décide d'y aller toujours progressivement, on y va toujours tout doucement. On met un PC donc Linux dans chaque brigade de gendarmerie. Donc on a 4500 brigades en métropole et en outre-mer. On déploie dans chacune de ces brigades un PC, Linux Ubuntu à l'époque 8.04, sur lequel, toujours la notion d'agrégé du service, on ajoute un partage de fichiers au profil d'unité, ainsi que un proxy, donc ce qui permet d'accélérer grandement, en tout cas d'avoir une expérience
utilisateur largement amélioré pour tout ce qui est service de carto, ce genre de choses. Donc ça, on est en 2008. En 2009, donc on laisse tourner un petit peu aussi pour laisser le temps aux gens de... J'accélère, je vous promets. Mais après, je serai disponible si vous voulez répondre. C'est toute une petite histoire, c'est plein d'anecdotes en fait, un projet comme ça. J'en parle avec conviction et passion parce que c'est... Voilà, j'ai vécu l'aboutissement, j'en parle à droite à gauche, c'est mon truc, j'aime bien. Et puis je suis convaincu surtout. Donc, ça se voit, ça s'entend. Et donc on poursuit tranquillement, ça nous laisse, on a eu une année budgétaire nulle pour le renouvellement du poste de travail en 2009, ça me laisse le temps, moi, mon équipe, quelque part c'était bien, ça me laisse le temps de gérer toute l'infra qu'il faut pour gérer des dizaines de milliers de machines à partir d'un échelon central avec 2 ou 3 personnels. Ça, c'est possible, mais il faut ce qu'il faut au niveau central, au niveau back-office. On arrive en 2010, on achète une vingtaine de milliers de machines de mémoire et on les fait progressivement migrer. On les installe progressivement dans les unités, avec Linux Ubuntu préinstallé. Dans une version gendarmisée, bien sûr, qui permet d'avoir accès à l'ensemble des applications utilisées au quotidien par les gendarmes de manière vraiment très intuitive et très rapide. Ça se passe de manière progressive. Là encore, un levier du changement, d'acceptation du changement, c'est d'avoir fourni des nouvelles machines. C'est tout bête, mais fournir des nouvelles machines avec un OS dessus, avec un écran 16/9 de 21 pouces et demi, je crois, à des gens qui avant avaient un XP avec un 17 pouces, c'est un facteur d'acceptation du changement. Et énorme facteur d'acceptation du changement. D'autant plus que le patron de chaque unité, lui, était contraint, pour des raisons d'adhérence à un logiciel Windows, de rester sur son vieux PC. Donc il voyait tous ces gars qui avaient ces PC Linux qui arrivaient, des bêtes de compète pour lui, voilà, avec des écrans géniaux, alors que lui il restait sur son vieux PC. Pourtant, généralement, c'est des anciens, les patrons d'unité, plutôt réfractaires à l'informatique. Ils ont été un des leviers du changement, donc de favoriser l'émergence de Linux, en tout cas de dire au chef quand est-ce qu'on a nos Linux aussi, voilà. Et on est monté donc bon an mal an comme ça jusqu'à 30-35 000 PC. On a fait la migration donc de 8.04 vers 10.04 puis 12.04. J'en parlerai en aparté pour préciser comment techniquement ça a été possible par le réseau et sur décision unique de l'utilisateur final qui a migré comme un grand tout seul sans impact sa version majeure. Et on est arrivé donc finalement, je dirais grâce ou à cause, ça dépend, ça dépend comment vous voyez votre verre, à moitié vide ou à moitié plein, c'est optimiste ou pessimiste. Grâce à la fin de support de Microsoft Windows XP en avril 2014, on a accéléré notre migration et on a terminé donc au mois de juin 2014 avec 65 000 PC Ubuntu sur un parc de 75 000 machines. En sachant qu'on n'est pas dogmatique, bien sûr, on a toujours des adhérences à Windows XP résiduelles pour lesquelles on laisse au moins un PC Windows au sein de chaque unité, plus quelques unités exotiques ou qui ont des besoins très particuliers, comme la direction générale ou bien nos experts. Voilà. Les experts Miami, ils sont à Rony, donc c'est les experts Rony, qui ont des besoins très particuliers en termes de police technique et scientifique. Bon, ça, on n'y échappe nulle part. Il y a quand même toujours des domaines très précis dans lesquels il y a des logiciels propriétaires quasi uniques et impossibles à remplacer par du libre, en tout cas aujourd'hui. Alors, les grandes entreprises, en fait, dans beaucoup de domaines, les entreprises qui s'intéressent aux logiciels libres ne sont pas tant que ça intéressées par la capacité qu'elles auront à modifier le code. Parce qu'il faut bien comprendre que modifier le code, c'est un investissement important. Il faut d'abord avoir pris la maîtrise du code, et c'est souvent du code qui est assez complexe, et donc c'est un réel investissement. Donc beaucoup d'entreprises vont déployer du logiciel libre sans avoir la moindre intention de construire une expertise interne sur ces logiciels. Et dans beaucoup de cas, elles en sont très contentes de cette manière. C'est-à-dire qu'elles sont principalement à la recherche d'un logiciel de qualité à moindre coût et parfois à coût nul. Alors à coût nul, bien sûr, jamais le coût total d'utilisation n'est jamais nul, mais du moins le droit d'utilisation au sens de la licence, lui, est bel et bien nul.
Certaines entreprises vont rentrer dans une démarche plus ambitieuse en relation avec le logiciel libre, qui les place dans un rôle de contributeur et de contributeur très actif. On sait par exemple que sur le noyau Linux, on a de très grandes entreprises qui en sont des contributeurs importants, dont des entreprises françaises. Ça peut être des Alcatel-Lucent ou ST Micro ou Renault ou Valeo. Alors, pour celles-ci, parfois à un degré encore minime. Mais néanmoins, voilà, c'est des exemples d'entreprises qui sont dans une démarche vraiment de contribution active et même de participation à la gouvernance de ces logiciels. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans des logiciels subis où elles vont supplier l'éditeur de leur apporter telle ou telle fonctionnalité, de corriger tel ou tel bug, mais elles vont partager le pouvoir au sein d'une fondation, la plupart du temps, dans la gouvernance du logiciel. Et lorsque on a placé un logiciel dans un statut critique pour son activité, c'est une démarche tout à fait logique que d'en acquérir non seulement la maîtrise, mais de jouer un rôle dans la gouvernance. Et ça, seul le logiciel libre peut le permettre. Massif, depuis la stratégie, effectivement, on a quand même beaucoup de briques d'infrastructures qui reposent sur du libre. Celles les plus connues, enfin, c'est du MySQL, JBoss, Tomcat pour les serveurs d'application. On utilise du PHP, on utilise Jaya, je vois Smile là-bas, donc on utilise pas mal. Rassurez-vous, on utilise aussi beaucoup de propriétaires. Ça ne rassure pas. Oui, voilà. Par choix, parfois, par obligation, souvent. Mais bon. Donc 2004, on établit une certaine stratégie visant à favoriser l'adoption de logiciels libres et de favoriser aussi et surtout, j'allais dire, l'adoption de standards. De standards, pas de standards de fait, mais de standards ouverts et de protocoles ouverts. Au-delà même du logiciel, ce qui nous semble extrêmement important, c'est de respecter et d'implémenter des protocoles ouverts. Il faut juste se rappeler que Internet existe parce que TCP/IP a été mis en tant que standard ouvert et a pu être donc utilisé par tous, et implémenté par tous. Donc ça nous semble très important. 2007, on a eu une nouvelle, on a revu un peu nos architectures techniques et dans ce cadre-là, on a changé quelques logiciels que l'on avait par du libre et notamment tout ce qui était la supervision. Donc supervision de toute l'infrastructure, nos milliers de serveurs, nos centaines et milliers de points réseau, les postes de travail, etc. etc. Et donc à base à l'époque de Nagios, maintenant complété, on va migrer, je pense, plus vers la solution Centréon, avec la société Meritis qui va nous accompagner là-dessus. Mais donc voilà, depuis 2007, il y a eu une longue migration, puisqu'on avait un poids de l'existant, on avait un outil de supervision existant à l'époque. Donc la migration a été longue, c'est des fois très difficile, parfois difficile de mettre toute l'énergie pour enlever, décommissionner, comme on dit, un logiciel pour en mettre un autre à la place. Mais voilà, maintenant c'est derrière nous, on en est maintenant sur les évolutions, donc quelque chose qui correspond parfaitement à nos besoins. Hormis, je dirais, derrière la supervision, la deuxième phase, c'est la gestion de capacité. Donc là, les produits comme Nagios et Centréon ont des choses embryonnaires, on va dire, sur la gestion de capacité, donc qui permettent d'historiser, d'avoir des tendances et des analyses surtout sur la gestion de capacité. Ça reste embryonnaire et c'est quelque chose là où le libre, à mon avis, il faut agir vite. C'est pas compliqué, il y a juste un seul mot à retenir. C'est indépendance. Voilà, une stratégie d'indépendance, une volonté d'indépendance vis-à-vis des éditeurs qui pourraient nous imposer leurs choix techniques et ou commerciaux et quelque part conserver une part de souveraineté numérique chère à la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, à l'époque. Donc indépendance. L'indépendance, ça passe par quoi? L'indépendance passe déjà par la maîtrise de l'ensemble des briques logicielles qui constituent le système d'information en gendarmerie. Donc, et ça va du data center jusqu'au poste de travail, en passant par les relais locaux, donc les serveurs locaux dont j'ai la charge. Cette indépendance donc, passe par cette maîtrise, à la fois maîtrise technique, donc d'où le recours au logiciel libre, puisqu'on peut avoir accès au code et donc le modifier pour pouvoir l'adapter à ses besoins.
C'est le cas par exemple de Firefox. À une époque, on a modifié le code de Firefox, on a recompilé Firefox pour permettre l'accès notamment au site HTTPS sur Internet via notre passerelle intranet. Voilà. Donc on a eu besoin d'avoir accès au code source pour pouvoir intégrer cette brique logicielle au sein de notre système d'information en fonction du besoin qu'on avait. Donc c'est aussi donc cette maîtrise technologique conduit à une urbanisation de l'ensemble de ces briques qui doivent être interopérables entre elles, bien sûr, mais surtout interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut prendre une brique logicielle, je vais rester sur le cas de Firefox, et de pouvoir être capable de l'enlever et de la remplacer par une autre brique sans grande conséquence sur l'ensemble du SI. Le cas de Firefox est intéressant puisqu'à l'époque, Mozilla a cherché à suivre le rythme effréné des montées de version imposées par Google pour Chrome, et donc nous a pondu une nouvelle version tous les 2 mois. Dans un grand groupe, c'est impossible à suivre en termes de montée de version. Donc, avant que Mozilla nous fasse un Firefox ESR, on a maquetté le changement de la brique Firefox par Chromium. Et on s'est aperçu qu'en fait, en une journée, on était capable de le faire, en recompilant le code, etc. Et en une semaine, on pouvait l'intégrer sans problème sur l'ensemble de notre parc informatique. Donc on est capable de prendre une brique logicielle et vraiment de la remplacer. On est toujours indépendant des volontés des éditeurs. Cette indépendance est aussi une volonté d'indépendance des choix, donc non seulement techniques, mais aussi économiques. Je vais prendre l'exemple de la migration, enfin de la fin de support de Windows XP, le 8 avril 2014. En gendarmerie, au 8 avril 2014, il nous restait environ une trentaine de milliers de postes de travail sous Windows XP à migrer. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous avez anticipé l'affaire et prévu une stratégie qui vous permette de rester indépendant et d'être capable de changer des différentes briques, et donc de passer à un système, un OS alternatif, donc en l'occurrence Ubuntu, dont je parlerai plus longuement tout à l'heure. Un petit peu plus tard, oui. En l'occurrence l'OS Ubuntu, ou bien vous crachez au bassinet et vous installez Windows 7 sur votre parc. Voilà. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. L'important, en termes d'indépendance, c'est d'avoir le choix. Ce n'est pas vraiment le choix qu'on fait, quel que soit le produit qu'on rajoute. C'est d'avoir le choix, d'être capable de se dire, voilà, ce produit-là, je le veux, je le mets, mais c'est moi qui décide. C'est pas parce qu'on me l'impose, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques. Voilà. La première démarche, c'est déjà qu'elle connaisse vraiment ce qu'elle veut faire. Donc ça, c'est son métier. Ensuite, on part d'un cahier des charges. Et en fonction de ce cahier des charges, on va essayer d'utiliser et de trouver dans le foisonnement de tous les logiciels, le logiciel open source ou libre qui correspond au mieux à ses attentes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'entreprise qui va travailler derrière, ou les entreprises qui peuvent se regrouper, puisqu'il peut y avoir plusieurs compétences qui sont demandées, donc plusieurs entreprises qui sont spécialisées de différents domaines, eh bien, ces entreprises-là vont capitaliser sur l'ensemble des produits existants et vont rajouter des briques qui vont permettre de fournir une solution globale pour le cahier des charges qui a été demandé. Ensuite, d'autres entreprises peuvent faire de la formation, et puis avec l'évolution, on peut garantir ce qu'on appelle une tierce maintenance applicative. On peut garantir une garantie d'opérationnel du logiciel. C'est ça l'idée. Donc là où on avait des logiciels disparates auparavant et que maintenant on peut avoir de manière intégrée, la différence de l'ERP, on va le retrouver essentiellement dans le fait qu'il va falloir le paramétrer pour que cette succession de tâches qui font partie d'un processus donné dans l'entreprise corresponde bien au modèle dont on a besoin. Ça doit être suffisamment paramétrable et si jamais on sort véritablement du standard du logiciel, ce qui arrive très souvent dans ce genre de projet, on doit être en mesure quand même de continuer le sur-mesure au-delà de ce qui a été prévu par le logiciel initialement. Et là, on commence à faire du développement complémentaire. On peut ajouter des fonctionnements différents, on peut aussi ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas parce qu'on est sur des secteurs d'activité où par exemple aucun logiciel
sur étagère va exister, donc on va personnaliser. Ce qui compte au final, c'est que la demande soit qu'on ait une réponse à la demande. Et peu importe finalement le moyen d'y arriver. C'est nous, en tant qu'intégrateurs logiciels, qui avons cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, puisque en accédant directement au code, on a la liberté donc de modifier le logiciel à souhait pour pouvoir rendre quelque chose parfaitement compatible avec la demande d'origine. J'ai en tête deux témoignages, en tout cas 2 expériences d'entreprises qui étaient dans un modèle complètement fermé et qui ont choisi de passer à un modèle complètement ouvert. Pour les deux, pour donner juste des chiffres, c'était une centaine de salariés, entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires, donc c'est quand même des structures assez grosses et qui en plus étaient sur les situations de rente, donc plutôt dans le confort et qui prenaient le risque, ça c'était vu comme tel, de s'ouvrir. Et bon, après il y avait tout l'accompagnement, parce que c'est pas facile en termes de culture d'entreprise de tout gérer différemment, les aspects purement juridiques, gestion de la propriété intellectuelle, mais après il y a le RH, il y a la communication, il y a plein de choses. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les retours des dirigeants ensuite, m'expliquant quel impact ça avait eu sur les développeurs. Et alors eux-mêmes s'étaient mis, parce qu'ils se sont rendus compte, ils n'avaient pas du tout anticipé, mais que lorsqu'on rentre dans cette idée d'ouverture, il y a la communauté qui est très importante. Sa communauté, mais les autres communautés aussi. Donc, une entreprise qui développe son propre logiciel en interne, c'est assez simple à concevoir pour un chef d'entreprise, mais lorsqu'on développe un logiciel qui est voué à être interopérable, diffusé, entremêlé, réutilisé par d'autres, il faut en fait élargir et surtout il faut rendre un petit peu pour eux, en tout cas, il faut que les frontières de l'entreprise soient plus floues qu'elles n'étaient auparavant. Et du coup, ils se sont mis à envoyer leurs salariés dans des hackathons, on en parlait tout à l'heure, dans des événements, ils se sont mis à collaborer avec des concurrents sur des parties de projet où effectivement, tiens, tel moteur, tel algorithme, c'est mieux de le prendre comme ça, effectivement, il est libre, on va contribuer tous les deux là-dessus. Et vraiment, il y a eu un changement de culture d'entreprise qui a été assez épatant, et eux, leur ressenti en tant que chef en tant que dirigeant, était que les salariés étaient plus satisfaits de la situation dans laquelle ils étaient. Il y avait une émulation, en fait, et je le dis pas, alors, je fais la promotion du livre de manière générale, mais là c'est vraiment pragmatique. C'est-à-dire qu'il y avait un changement de culture d'entreprise qui était bénéfique aux salariés. Et un vrai confort. Un moyen de favoriser l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans l'écosystème dans lequel l'entreprise se trouvait. Voilà. Et pour les salariés, je pense que c'est aussi plus de salariés, plus de potentiels salariés vont venir dans cette entreprise. Les gens vont rester plus longtemps. Pour l'entreprise elle-même n'est pas... les entreprises n'ont pas d'éthique. En tout cas, je dirais, elles n'ont pas de morale. L'entreprise n'a pas de morale en tant que telle. On peut en discuter, mais ce n'est pas sa vocation. En revanche, les individus eux-mêmes en ont. Et là, clairement, ça joue sur cette dimension-là. Ils ont plus de plaisir à venir et ça se traduit de manière très pratique par des salariés qui sont plus joyeux, plus contents, qui restent plus longtemps, qui n'ont que des avantages. Et juste pour faire le parallèle entre le monde des entreprises et les collectivités, les personnes publiques, je pense qu'elles, c'est un peu différent dans le sens où elles ne vont pas chercher le rendement, elles vont pas, si la satisfaction des collaborateurs est importante, mais de manière générale, par leur mission de service public et par leur volonté de mutualiser, parce que ce soit une région du nord de la France ou une région du sud, elles vont avoir exactement les mêmes services à proposer à leurs citoyens. Elles ont un intérêt tout évident à mutualiser et du coup, elles sont elles-mêmes assez contributrices dans le domaine du libre, de plus en plus. Alors la recherche c'est très très important. À Alliance Libre, on a un pôle qui travaille beaucoup avec les labos de recherche de Nantes et effectivement on est assez proche de la recherche. On avait même créé un projet qui a duré 3 ans qui avait pour but de travailler avec tous les laboratoires de recherche des écoles de Nantes, donc Polytechnique, l'école des mines et Centrale. La recherche a beaucoup de développeurs Linux, en tout cas de développeurs qui travaillent avec le monde du logiciel libre. Et l'idée, c'est de travailler avec eux sur l'industrialisation de leur POC, ou en tout cas de leur recherche. Quand la recherche arrive à maturité, elle n'a pas la vocation ni la possibilité de faire un produit et de le vendre. Donc nous, on souhaitait effectivement, à travers
ce consortium eh bien, industrialiser ces processus et ces logiciels pour pouvoir les maintenir et les vendre derrière à des entreprises et des structures publiques comme privées. Keno va bien en ce moment et donc on recrute des développeurs Symfony, des développeurs front-end, des UX designers. Enfin, on a 5 postes ouverts d'ici la fin de l'année. On va recruter 20 personnes en 2015. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site akeneo.com si vous cherchez. Voilà, il y a des éditeurs open source à Nantes qui vont bien. Merci. On a des offres d'emploi, bien sûr. Vous pouvez consulter le site internet Machina Corpus. On recrute. Bien, les rencontres régionales du logiciel libre. Les rencontres régionales en logiciel libre.